Yes sir. Bienvenue à un autre épisode du Grand Saut. Aujourd'hui, on est avec Nick et Raymond, une machine de guerre. Puis quand on dit machine de guerre, c'est le cas de le dire. Un ancien militaire, maintenant un entrepreneur en série, on pourrait dire. Nick, je vais te laisser 2-3 secondes pour te présenter en quelques mots. Qu'est-ce qui te représente le mieux? Merci pour l'intro. Merci pour l'invitation aussi. Ben oui. C'est toujours plus difficile de se décrire soi-même. Hein? Je me démarque un peu par mon branding, d'avoir été dans... Pas vraiment un branding parce que je le publicise pas non plus, mais le fait que j'ai été dans l'armée, le passé que j'ai eu avant de rentrer dans le courtage, puis là, la piqûre que j'ai eue pour l'entrepreneuriat, tu sais, pas juste pour le courtage, même si ça reste ma passion numéro 1, mais tout ce qui est business, création de business. T'es pas juste dans le courtage. Ouais, c'est Raven. C'est ça. C'est pour ça qu'il est là, sur le site. Les entretiens Raven, on pousse gros sur ça présentement. Okay. Ça fait 4 ans que je suis courtier. Puis là, c'est la première année où on fait lavage de fenêtres, revêtement extérieur. Et puis là, on vient tout juste d'agrandir la semaine passée. On offre tout ce qui est entretien ménager. Okay. Autre que gazon et déneigement, on fait tout ce qui est entretien de maison. Pourquoi? Parce que c'est sûr que ça m'amincit un peu au niveau du courtage, mais un peu comme toi aussi, t'as diversifié ton portefeuille. Puis pour les gens qui nous écoutent, je pense que c'est super important de diversifier son portefeuille. Hein? Je sais pas qui disait ça, mais t'as besoin de 3 sources de revenus pour vraiment prospérer, là. Fait que j'essaie de différencier mon revenu. J'ai été une route un peu différente. Fait que là, c'est ça. Je me lance en entrepreneuriat avec la compagnie de lavage de fenêtres puis revêtement extérieur. C'est une belle façon de redonner. Je pense que en business, quand tu redonnes... Tu sais, je veux dire, si tu fais pour une bonne raison, tu sais, si je fais un lavage, la satisfaction, c'est pas de me faire payer. Parce que c'est pas assez payant. La satisfaction, c'est que le client soit content, tu sais, puis automatiquement. Fait que pour moi, c'est une façon de redonner, mais on pourra en parler plus tantôt. C'est quoi qui t'a amené à ça? Parce qu'on s'entend, là, tu passes de... Ben, j'ai un parcours un peu similaire à toi. J'ai fait un léger parcours militaire aussi. Oui. J'ai hâte d'en parler d'ailleurs. C'est quand même 2 mondes complètement différents. On parle d'un militaire qui devient entrepreneur en série. C'est quoi qui t'a motivé? Ça a tout le temps été en dedans de toi ou... Hey, moi, mon père me disait toujours, ça c'est la première fois que je le dis en entrevue ou en émission, là, puis j'ai mon podcast aussi, fait que on a plein de genres de conversations comme ça, que d'ailleurs en août, j'ai envoyé l'invitation à ton adjoint, je pense. Je pense que oui. Okay. Mais en tout cas, à où prise 2, on va en reparler plus. Mais oui, c'est un grand saut, la vie militaire, vie entrepreneuriale. Moi, mon père me disait toujours, tu traînes pas loin, jeune. Fais pas trop de vagues dans la vie, tu vas être bien, travaille pour le gouvernement, sois sécuritaire. Puis, tu sais, au final, j'en veux pas parce qu'il voulait ma sécurité. Hein? Pas un petit job tranquille, tu traînes pas loin, ça l'amène des risques, ça. Fais pas ça, tu sais. Mais mes parents ont toujours été des employés, tu sais, fait que la vision entrepreneuriale, la vision de pouvoir avoir plus, eux autres, ils disaient que c'était pas pour eux. C'est fréquent, ça, que c'est souvent ton monde proche qui limite cherchant à te protéger, d'être capable de passer par-dessus ça puis de dire, regarde... Qu'est-ce qu'on fait? Mais on écoute ce monde-là parce que c'est le monde plus proche de nous. Fait que crime, il doit avoir raison. T'sais? Fait que jamais dans ma vie, avant que je sois militaire ou pendant ma vie militaire, j'étais comme, tu sais... Je pourrais l'avoir, ma propre business, au lieu d'être un employé. Fait que c'est ça. Puis écoute, je suis sorti médicalement de l'armée parce que je me suis blessé. J'avais fait le tour aussi. J'aurais pu mordre ma langue puis toffer mes blessures puis faire un autre 20 ans. Là. Dieu sait qu'il y en a des militaires qui le font. Là. Mais j'avais fait le tour. Tu as fait combien de temps? 14 ans. 14 ans, 2 déploiements, 5 mutations dans 4 provinces différentes. OK. Fait que tu sais, j'avais fait le tour. J'admire ceux qui servent encore. J'ai encore plein de mes chums qui servent mon chapeau, mais pour moi, j'étais comme plus passionné. Tu sais, quand je suis parti en Afghanistan, j'étais passionné par ce que je faisais. Hey, j'en mangeais de l'armée. Dans ma tête, j'étais le meilleur soldat. Tu sais, je veux dire, j'étais un soldat. Puis on dirait, pas depuis que je suis revenu, mais dans les dernières années, dans le monde de l'armée, surtout que le COVID, je dirais, le COVID, c'était comme l'élément déclencheur. Parce que moi, j'étais instructeur à l'école de recrues à Saint-Jean. Fait que tout ce qui était école dans le COVID, ça fermait. Fait que là, j'ai passé 1 an à la maison. Et là, j'ai comme réappris à me découvrir, à me connaître. Finalement,
c'est peut-être pas ça que je veux, être dans l'armée puis d'être muté l'année prochaine pour être promu puis de ci puis de ça. C'était comme dans une boîte, veux pas, là, quand tu étais à l'armée. Puis c'est pour ça que ça devient. Souvent, les gens m'en parlent quand je leur dis j'ai été militaire. Ils disent ben, pourquoi militaire, c'est complètement l'inverse d'être entrepreneur. T'es littéralement comme dans un moule, puis tu le respectes, sinon ça marche pas, tout simplement. Donc, de dire, écoute, toi, ça a été du tout au tout, là, on vire 180, COVID arrive, paf, changement. Comment tu t'es senti quand tu as réappris à te redécouvrir? Ben encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire, je pense que n'importe quel entrepreneur, il faut qu'il réapprenne à se découvrir jour après jour, semaine après semaine. Mais à ce moment-là, quand j'ai décidé de faire mon switch, je me sentais plus accompli. C'est pas nécessairement ça, mais je savais que j'étais capable de plus. Je savais que j'avais un potentiel. Je savais que j'étais capable de... tu sais, Puis j'ai commencé le développement personnel à partir de ce moment-là. Puis je me suis dit, je suis capable de faire plus, moi. Je suis capable. Puis si je suis capable, pourquoi je le ferais pas? T'sais? Parce que je suis bien dans ma sécurité d'être dans l'armée, puis d'avoir mon chèque de paie qui rentre, puis d'avoir un job respectable. Mes parents, ils parlaient, Nicolas, c'était militaire, c'était un ci, puis d'un ça. Mais je suis heureux? Ouais. C'est ça la question que je me suis posée. Je suis heureux? Puis quand la réponse était non, j'ai appelé un de mes chums qui est en train de faire sa licence d'immobilier. Je disais, hey, tu me verrais-tu comme courtier? Il dit, go! Qu'est-ce que t'attends? Puis le soir même, j'ai appliqué pour l'école. Puis il n'y a jamais eu de retour en arrière. Est-ce que c'est facile, la transition de militaire à vie civile? Ça n'a pas été facile. C'était un ajustement. Parle-moi-en un peu, justement, parce que après 14 ans... Ouais. Toi, t'as fait combien de temps? J'ai fait juste 1 an. OK. Fait que, je peux quand même me vanter, je suis allé. Là. Ben oui, certainement. J'ai fait mon QMB, puis mon QS, puis quand c'est rendu temps le PP1, moi, je pense que ça devrait être mandatoire. Là, moi, je lance ça mandatoire, mais... C'est obligatoire. Tu fais rien d'autre si jamais t'as pas passé. Non, mais tu sais, je sais pas si on pourrait mettre en place une façon de... au niveau de la structure, au niveau des choses que ça m'a appris, je pense pas que ça devrait être mandatoire, mais comme... Mais regarde en Chine, les enfants, exemple, je sais pas, jamais tu as déjà remarqué, l'école, le ménage, c'est qui est fait? C'est les enfants. Il y a une certaine discipline qui est en place pour montrer, je pense qu'il y a des valeurs qu'on apprend à l'armée qui sont cruciales dans la vie, qu'on ne montre pas à l'école. Tu as besoin de ça pour être en affaires. Puis ça peut être une façon, des fois, de te le faire montrer un peu forcé, si on veut. Moi j'ai pas été à l'école. Hein? Moi, j'ai sorti, j'ai lâché en secondaire 4, c'était pas pour moi. Ça allait pas bien avec mes notes. J'ai dit, je lâche, je m'en vais à l'armée dans temps plein. À ce moment-là, J'étais-tu tannant dans ce temps-là? J'étais tannant, tu sais. Non, j'étais pas tannant, mais j'étais pas un bon élève. Parce que j'ai de la misère à rester assis puis écouter. Tu comprends? Il faut que je parle, il faut que j'interagisse, il faut que je touche à quelque chose. J'étais un peu un hyperactif, là, tu sais, je veux dire, pour faire le métier qu'on fait, il faut qu'on soit un peu bizarre, là, un peu hyperactif, mais ce que je m'en allais avec ça, c'est que... T'as pas fait d'école nécessairement. Oui, c'est ça. J'ai lâché l'école, moi, pour sortir j'ai lâché l'école pour rentrer dans l'armée. Moi, j'ai eu 19 ans en Afghanistan. Tu comprends? Fait que la montée en puissance pour décoller, c'était 1 an et demi de temps. Fait que j'étais un kid, là, tu sais. Par après, j'ai été finir mon école plus tard pour mes enfants pour qu'ils voient que papa a fait l'école. Mais tu sais, moi, l'école, je l'ai appris sur l'école de la vie, là, tu sais, dans le fond. Là, tu sais, c'est autant bon. C'est juste que l'école, pour moi, c'était pas bien. Je me suis redirigé vers l'armée, puis à ce moment-là, l'armée, c'était le parfait fit pour moi. Puis là, il est venu un moment dans ma vie où l'armée, c'était plus bon. Puis là, je me suis redirigé vers quelque chose. Puis tu parlais de justement ta transition entre le militaire et le civil. Ça n'a pas été facile. Tu réapprends, veux pas. C'est un peu comme on va dire ça de même, mais c'est pas ça. C'est un peu comme quelqu'un qui sort de prison après 10 ans. Tu réapprends littéralement comment vivre. Quasiment. Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé parce que souvent on critique les Veterans Affairs puis les forces canadiennes, mais le programme de réhabilitation en sortant des forces est excellent. Premièrement, t'as une partie de ton salaire pendant que tu étais en service. Là, on parle pour les membres de la force régulière, libérés médicalement. Fait que t'as une portion de ton salaire pendant X nombre de temps.
j'ai eu droit à des spécialistes, des gens pour m'aider. Fait qu'au niveau de tout ça, la transition était relativement bien. Ce qui était difficile, c'est la transition vers l'entrepreneurial. Dans l'armée, tout est cadré, tout est structuré, il y a une façon de procéder. Tu avances, tu mets ton pied gauche en avant, il y a une façon de procéder. Dans le monde entrepreneurial, la vraie vérité, c'est que tu fais exactement comme la masse, tu vas avoir les résultats de la masse. Veux pas, même pour toi et ta business, c'est sûr que pour fonctionner comment tu fonctionnes, c'est sûr que tu fais quelque chose de différent. Fait que je pense que c'était ça, ce qui était très difficile, c'est de me sortir du moule. Puis c'est ça, être un entrepreneur. Hein? Je pense que c'est sortir du moule. Dépendamment de la business que tu fais, là, sur toute réserve, mais fait que c'est ça qui était difficile pour moi, c'est de sortir de l'encadrement pour aller vers le néant. As-tu ramené ça un peu, par exemple, dans ta business? Je veux pas, ça prend des procédures, ça prend des systèmes quand tu gères une business. Ouais. As-tu été capable de ramener ça ou t'es vraiment plus sur le fly? Puis... Non, genre maladif, là, mes systèmes. Là, il faut tout que ça soit bien structuré. Puis dans mes transactions aussi, je le gère comme ça. Dans ma compagnie d'entretien ménager, il faut tout que ça soit structuré. Peut-être même un peu trop, mais j'aime mieux être trop structuré que pas assez, là, tu sais. Mais toi aussi, Crime, il faut que tu sois structuré au max avec ton équipe. Là. Vous êtes rendu à combien de courtiers? On est 20 courtiers, 20 courtiers en ce moment. Mais j'ai encore, moi aussi, ce petit côté maladif-là, des systèmes, des opérations, qu'on suit les SOP, s'assurer que c'est step by step. Les gens, souvent, mes courtiers me disent « Ouais, mais les transactions sont toutes différentes. » Ouais, mais non, il y a des steps cruciaux qui sont là pareil, il faut qu'ils soient respectés. Puis d'avoir un processus à chaque étape de la transaction, on fait une énorme différence pour le client, pour le courtier, puis ça rend le monde plus efficace. C'est un peu comme une usine à saucisses, ça rentre, c'est toujours la même chose, ça rentre, puis tu arrives à être plus rapide dans chaque étape du processus. Puis, tu sais, toi, t'es rendu avec une équipe aussi? Oui. On est pas 20 courtiers. Raymond est associé. On est 3 courtiers dans l'équipe et une adjointe. Là. En 4 ans. En 4 ans, c'est correct, mais je pousse pas pour ça non plus. Okay. Tu sais. Puis écoute, moi j'admire les gars comme toi, ceux qui ont des équipes, puis que c'est pas facile, là, tu sais. Ça a été comme idolisé pendant les dernières années. Être un entrepreneur, ça a été idolisé. Être un chef d'équipe d'immobilier, ça a été idolisé. C'est une mode. C'est une mode qui est... Excuse-moi, j'ai accroché le micro. Mais c'est pas si facile que ça. Je pense que les gens veulent le faire pour les mauvaises raisons. Ils disent, je vais être team leader, je vais faire plus d'argent, plus de commissions. Hey, wow! La réalité, c'est que c'est complètement l'inverse. Comme dans n'importe quelle entreprise, les 2 premières années sont plus tough. Puis tu fais probablement moins d'argent que quand tu étais tout seul. Puis après ça, tu pognes ton air d'aller, mais il y a quand même une réalité. Là, tu as 3 courtiers avec toi, l'adjointe. Moindrement que tu ajoutes un bureau, des systèmes, du staff pour ton équipe, tes courtiers viennent te voir toi pour avoir de l'expertise. Ils se joignent à toi parce qu'ils veulent avoir tes clients, oui, mais ils veulent aussi avoir ton expertise qui fait que ça limite, toi, le nombre de transactions que tu peux faire dans ton année. Donc, souvent, ils le font pas pour les bonnes raisons. Comme l'entrepreneuriat. Les gens, je pense, des fois, ils se lancent en affaires. Parce qu'ils veulent être riches. Oui, ils veulent être riches. Ah, je veux pas de boss. Oui, on l'entend, celle-là. Oui. Mais ce qu'ils réalisent pas, c'est que t'as pas de boss, c'est une bonne affaire. Une meilleure encore, ils veulent avoir la liberté de choisir leur horaire. Exact. Puis là, ils rentrent pas pendant une semaine, puis ils n'ont pas de revenus pendant 6 mois. Là, c'est moins drôle. Là, c'est moins drôle. C'est ça, la réalité des choses. Le monde, des fois, le font pas pour les bonnes raisons. Moi, je me suis rendu compte d'une chose quand j'ai parti mon équipe. Je me suis dit, si je le fais pour l'argent, je le fais pas pour les bonnes raisons. Faut que je le fasse pour faire quelque chose de plus grand que moi. Faut que je le fasse pour quelqu'un d'autre. Puis pour bâtir des gens, puis leur montrer un chemin que j'ai peut-être fait, puis rendre ça plus facile. Puis en cours de route, si eux, leur situation s'améliore, la mienne va s'améliorer. Puis c'est le même. Puis tantôt, tu parlais de ta business de vide. C'est le client, ma satisfaction, c'est pas à payer à la fin de la journée, c'est qu'il soit content. Puis c'est exactement la même chose. Le mindset, il est différent. Tu dis que tu fais beaucoup de développement personnel. C'est qui tes idoles? Pas idoles, mais qui tu suis, mettons? Tout le monde. Développement personnel. Tu sais, c'est... Ouf, là, on est en train de toucher un sujet chaud. Si tu dis Trump, ça peut être chaud. Si tu dis d'autres choses... Ouais, non, on n'embarque quand même pas là-dedans, mais...
Je suis très accroché depuis les 3 dernières semaines à Jim Rohn. OK. Je l'écoute sans arrêt. On dirait que j'avais déjà entendu ses affaires ici avant, mais depuis 3 semaines, je l'écoute à tous les jours, là, de façon. Même quand je cours, je l'écoute. C'est une bible. C'est l'ambassadeur, pas mal tout le monde. Là. Si tu penses à Tony Robbins, tout ça, ils ont tout appris de lui. Zig Ziglar, même chose. C'est capoté. Puis tout ce qu'il dit, tu sais, des fois, il y a des coachs, ils écoutent, c'est comme, je sais pas. Lui, tout ce qu'il dit, tu sais, c'est incroyable. C'est complètement incroyable. Mais en termes de développement, c'est ça. Je suis plus dans des podcasts. Ces réseaux sociaux, j'ai pas peur de le dire. Là, avant, les gens écoutaient la TV pour s'instruire. Moi, j'écoute TikTok. Là, bon, pas tout le temps, là, mais des fois, j'écoute la radio aussi. Mais il y a quand même des choses instructives que tu peux trouver là-dessus. Mais en termes de développement, c'est plus podcast. Puis, j'aime la formule podcast parce que ou des gens qui parlent parce qu'on peut l'écouter pendant qu'on fait autre chose. Fait que ça, c'est super bon pour ça. Puis pour ce qui est des coachs, ben c'est ça. Je pense que le développement personnel, c'est super important pour les gens qui nous écoutent, mais faites attention de ne pas tomber dans le panneau des coachs de ci, puis des coachs de ça. Trouves-tu que des fois, justement, le fait qu'il est rendu avec tellement de mentors, tellement de coachs, que le monde se mette à écouter trop de contenu qui fait que tu perds le focus. Tellement. Pendant plusieurs années, moi, j'ai suivi Grant Cardone. Ouais. Dans mes débuts en immobilier, je voulais apprendre la vente, l'immobilier. C'était pour moi le modèle. Puis j'ai suivi que son contenu à lui et personne d'autre pendant quasiment 5 ans. Wow. Puis c'est là que j'ai appris le plus. Après ça, j'ai changé pour d'autres mentors. Mais... Puis je pense en affaires, c'est un peu la même chose. Il y a un dicton en anglais qui dit keep the main thing the main thing. Garde les choses simples qui fonctionnent, garde-les pareilles. Fait que tu sais, si jamais tu suis quelqu'un puis que ça fonctionne, pourquoi le changer? Fait que là, ces temps-ci, il y a Hormozy, après ça, un autre. Là, il y en a tellement, tu sais. Puis aux États-Unis, je le sais un peu moins. Je suis un peu moins à jour là-dessus, mais ici au Québec, c'est triste parce que c'est quasiment. Tu sais, il y a tellement de coachs de tout, là, tu sais, je veux dire. Coach de coach. Non, c'est. Puis j'enlève rien à ceux qui donnent du bon contenu, puis qui donnent de la bonne matière, puis qui sont des vrais. Puis ils changent la vie des gens. Ouais. Oh man, tu sais, thumbs up, je veux dire, si t'amènes du positif, puis de la lumière dans la vie des gens, hey, good for you, tu sais. Mais je veux dire, si tu me parles comment être riche, puis la seule façon que tu t'es rendu riche, c'est en vendant des coachings, tu sais, pour moi, ça clash un peu. Tu sais, veux dire, si tu me parles d'être riche, parle-moi de comment tu as parti des business, comment du début à la fin, mais tu sais, si ton seul succès, c'est d'avoir vendu des coachings, ben t'es bon vendeur, mon chum, là. Tu sais, t'es pas un coach de vie, là. Tu sais. Fait que j'ai comme un petit clash avec ça, puis il y en a plein qui font une super belle job. D'où pourquoi... je sais pas si j'en parle. On passe sur un projet. Okay. On passe sur un projet, Dom. Je peux pas t'en parler plus qu'il faut. Il est trop tard. Mais je serai pas tout seul dans ce projet-là. Il va y avoir... Je t'en parlerai peut-être, mais il va y avoir plein de super personnes intéressantes au Québec qui vont être là-dedans. Puis on va venir... on amène quelque chose qui est déjà là, complètement nouveau. Fait que... Optimisé. Ouais. Ouais, fait que là, dans le volet coaching. Dans le volet coaching, on n'en dit pas plus. Je reste là. OK, parfait. Mais moi, je coacherais pas. Tantôt, je t'avais demandé, y a-tu quelque chose qu'il faut pas que je touche? C'est correct, on en glisse un mot. J'essaie de ramener le Roundhouse. J'essaie de créer un programme de coaching qui est juste excellent. Mais moi, je coacherais pas. Tu as rassemblé les professionnels. Rassembler les Avengers pour créer un coaching, quelque chose qui va durer, qui va perdurer, que les gens vont venir. Je veux dire, si toi, je te dis, Dom, j'ai 5 coachs ici, les 5 meilleurs dans chacun de leur domaine. Tu vas le prendre, le coaching, là, c'est sûr, certain. Là. Puis pour le coach, c'est sûr qu'il va aller de l'avant avec ça parce que il va avoir 100, 200, peut-être pas 200, mettons 50 personnes dans une cohorte, mais s'il est assez hot, pendant les 2 semaines qu'il y a les 50 personnes dans sa cohorte, il va en closer 3-4 certains là, pour ses coachings. Fait que, bref, puis j'ai plein d'idées autour de ça. Fait que ça s'en vient pour cet hiver. Okay. Parce que là, on est dans le jus avec... 2025, 2026?
Ah, 20-25. Ouais, 20-25. Ça va plus être tranquille sur le lavage de la fenêtre. Fait qu'on va se focusser là-dessus. Parle-moi un peu du lavage de fenêtre, parce que là, tu as fait courtage depuis 4 ans, puis tu en fais toujours d'ailleurs, super actif. D'ailleurs, tu as vendu le condo à Laval? Ou... Non, non! S'il y a quelqu'un qui écoute qui veut un condo à Laval... Non, on est un peu cher. Ouais. Tu sais, je veux dire, on se fera pas de cachette, là, tu sais, on est un peu cher, puis... C'est pas évident, tu sais, parce que là, bon, c'est la faute du courtier, hein, on s'entend, c'est toujours la faute du courtier, mais c'est ça. Je me déculpabilise un peu parce qu'à ce listing-là, j'ai fait plus que n'importe quel autre listing en 4 ans. À date, ce listing-là m'a coûté 3500. Que tu as dépensé. Que j'ai dépensé. Puis... En inspection, femme de ménage. J'ai pas calculé mon temps. J'ai fait 3 visites libres, photos, vidéos, tu sais, la totale. Okay. Fait que, mais on va le vendre, c'est une question de temps. On s'est pris un contrat assez long. Fait que, contrat de 5 ans. Ouais, c'est ça, tu sais, minimum. As-tu déjà fait ça, un contrat de 5 ans? Non, j'ai fait 2 ans. 2 ans quand même, hein? Ouais. 2 ans, c'est bon. Mais je le referai plus. Plus. C'est pas... Tu veux travailler avec du monde qui veulent travailler, qui veulent que tu avances. C'est comme dans n'importe quoi, là. Tu veux pas travailler avec du monde qui sont pas motivés. Puis peu importe c'est quoi tu vends, que ce soit des maisons, des autos, lavage de vitres. Mettons, tu fais des jobs de lavage de vitres, le gars, il te fait passer pour faire une soumission de lavage, c'est 2000$, mettons, faire toute sa façade. Puis comme, passe une fois aux 5 mois. Ben, tu sais que t'auras pas... ça n'aura pas d'impact sur sa business, il n'y aura pas rien. Le lavage, mettons, de vitre, il faut que le gars passe une fois par semaine, une fois par 2 semaines peut-être, mais à part de ça, il ne verra pas vraiment de différence. C'est un peu la même chose. Prendre un contrat que tu sais que tu ne vendras pas ou que ça va prendre 2 ans, le client, c'est impossible qu'il soit content à la fin de ça, qu'il se dise hey, le courtier a fait bien sa job, là, il me l'a vendu en 2 ans. Non, mais ça n'arrivera pas. Moi, c'est quand le client il veut juste trop cher pour la propriété, je suis pas votre personne. Puis je m'assure de pas leur dire que je suis pas la bonne personne, mais d'être 100% franc avec le prix. Ouais. Hey, c'est le client, il veut 150 000 de plus que... Moi, je vais lui dire, quitte à ce que ça fasse pas son affaire. Puis il y a des gens qui... c'est ça que tu veux? OK. Mais il faut que les gens comprennent qu'en acceptant un listing qui est 150 000 trop cher, en sachant très bien qu'il est trop cher et que tu le vendras pas, il va te coûter de l'argent. Hein? Puis 2, ça t'amène pas de publicité, ça t'amène un mauvais client, comme tu dis, qui va parler en mal. Tu sais, comme c'est. Acceptez pas des listings trop chers. Dans mes débuts, je te compte ça. Quand je commençais comme courtier, j'avais aucune expertise en vente. Puis je suis un gars blanc au noir dans la vie. J'ai toujours été comme ça. OK. Puis je faisais bien gros des appels, je suivais mon script. Puis tu sais, j'étais un gars d'action, go. Je faisais mes calls. Je pognais des rendez-vous. J'allais sur place pour les rendez-vous. J'avais un prix. Si le client le prenait pas, je suis pas la personne pour toi. Je serrais la main, je m'en allais. Puis, 6 mois après, j'ai commencé à faire du coaching avec Cause Coaching. Puis j'avais Kevin Hernandez. Je lui donne un thumbs up d'ailleurs. C'est à cause de lui si jamais j'étais un bon courtier aujourd'hui. Il dit, Dom, faut que tu sois flexible mais rigide. Fait qu'il dit, 7-3 prix. Si ça passe 10%, prends-les pas. Mais il dit, la commission, tu peux avoir... Non, mais il dit, mettons, tu dis ça vaut 400 000. Moi, j'arrivais et je disais, c'est 400 000. Le client me dit, je veux lister à 410. Bon, ça marche pas. Je serrais la main, je m'en allais. J'en faisais comme ça. Il aise pas, ce courtier. Puis il me disait, Dominique, tu réussiras jamais. Il dit, il faut que tu sois flexible. 10% en haut du prix. Fait que, tu sais, il dit, va jusqu'à 4,40 dans le top. En bas de ça, prends-les pas. Okay. En haut de ça, je veux dire, il te prend les pas. Ouais. Ah, OK. Je commençais à signer des contrats. Je n'avais pas signé un en 6 mois à cause de ça. Je rentrais, puis tu sais comment c'est. Je disais au client, ça vaut 300 000. Lui, dans sa tête, il pense que ça vaut 350. J'ai manqué à tout. Mais je comprends. Je disais 300, il me disait, je veux 310. Ah, non, ça ne marchera pas. Fait que je les voyais passer. Puis là, je voyais vendu. Mais t'étais confiant pareil. Des refusés pour dire, mais ça, c'est hot. Quand tu le sais pas. Tu sais pas ce que tu sais pas. Je rentrais dans la cuisine, moi, le gars qui me coachait un peu, il me disait, prends pas des listings overpriced. Prends pas ça. Bon, parfait. 300 000, prends-les pas. Je sais pas combien de mille j'ai manqué à cause de ça. Fait qu'en affaires, tu l'aurais eu il y a 5 ans, la Porsche, là, déjà. Exact. Rigide, flexible. Flexiblement rigide, là, je pourrais dire. Toi, t'offres 3 prix aux clients quand tu vas les voir? Toujours. Comment tu Juste la valeur marchande. D'accord? Donc, ça, c'est mon prix que je sais qu'on devrait lister pour vendre dans un délai de 30 à 60 jours. Moins 5% pour une vente plus rapide. J'aime ça. Plus 10 pour une vente à long terme, 6 mois à 8 mois. OK. Les clients veulent majoritairement aller avec le haut. Puis c'est ma job à moi de les ramener
au centre, Ouais. tout simplement. Ouais, c'est ça. Donc, avec tout... J'aime bien, parce que moi aussi, j'offre 3 prix, mais j'aime bien comment tu décortiques en façon de pourcentage, 5% moins, 10%. Ouais. Moi, j'aime même pas en pourcentage. Je fais juste faire mes calculs par rapport à... Tu sais, ce prix-là, on devrait partir en surenchère. Et je promets rien, mais je vais le prendre, ça te dérange pas, ton Ben ouais, prends-le, c'est là pour ça. Puis la raison, c'est que le client me demande mais pourquoi plus 10%? Ben, je dis, il y a une prise de valeur de la propriété au fil des mois, au fil du temps. S'il n'y a pas de changement dans le marché, puis c'est bien écrit sur ma feuille, c'est surinscrit. Ouais. Donc, j'assume qu'il va y avoir un ou 2% en prise de valeur. Donc, on va se rapprocher de l'objectif. Puis après ça, on va négocier à la baisse le prix. Ouais. Mais cette technique-là apporte toujours des résultats pas à la hauteur de ce que vous attendez. La majorité de mes clients veulent aller avec le choix juste, qui est le milieu. Acceptez-vous ma recommandation du milieu? Puis là, on s'en va avec celle-là, tout simplement. Mais ça arrive des fois qu'il y a des clients qui veulent lister plus haut. Puis c'est correct, c'est pas ma propriété. Mais en même temps, c'est mon rôle de leur donner leur juste. Ouais. Puis de leur dire où on en est, tout simplement. Je veux que tu me parles un peu de lavage de vitre. Pourquoi... C'est fou, hein? Militaire, 4 ans plus tard, immobilier, puis là, lavage de vitre. C'était-tu connexe? C'est venu de où l'idée? Lavage de vitre, entretien, ménager. C'est parce que tu allais laver les vitres chez tes clients quand tu prenais un listing? C'est quoi? Ouais. Ben, j'ai vu que c'était nécessaire dans le marché. L'entretien va toujours être l'entretien ménager. Les robots vont jamais remplacer. OK, tu vas peut-être avoir des robots qui vont épousseter, mais jamais tu vas avoir quelqu'un qui va nettoyer en profondeur les rails de fenêtres, tes moustiquaires. Jamais un robot va faire ça. Fait que l'entretien ménager est là pour rester. Tout le monde veut une maison propre. OK? Si tu veux pas de maison propre, ben je veux même pas travailler avec toi. Okay? Je veux dire. Puis laver ta maison, c'est pas un luxe. Le monde pense que c'est du luxe avoir une femme de ménage. C'est pas du luxe, là. Laver tes fenêtres, c'est pas du luxe, là. On arrive de faire les fenêtres de chez Hugo Girard. OK. Salut Hugo, j'arrive de chez eux en plus. Il reconnaissait pas ses fenêtres. Il dit il veut un abonnement à tous les mois. Fait que là, on va repasser à tous les mois. Il les a jamais lavés. Il les a jamais. Ben, ça fait comme 3-4 ans. Mais tu sais, tu le rends compte que tu n'as besoin une fois que c'est fait. Fait qu'avec l'immobilier, avec le courtage, j'ai réalisé parce que je fais beaucoup de porte-à-porte. Pour l'immobilier. OK. Pour l'immobilier, puis là, à ce temps, j'en fais pour les lavages de fenêtres parce que c'est beaucoup plus facile que l'immobilier. Ouais. Je le prends comme un jeu. Tu sais, c'est d'aller cogner une fenêtre, dire, hey, tu veux-tu vendre ta maison? Sais-tu quoi? J'ai pogné quasiment plus parce que j'ai fait beaucoup plus de porte-à-porte pour l'immobilier que le lavage de fenêtre. Mais en peu de temps, j'ai pogné plus de leads pour vendre des maisons en cognant pour laver des fenêtres qu'en cognant pour cogner vendre des maisons. Je sais pas si ça fait du sens. C'est moins direct. C'est moins direct. Laver les fenêtres. Ben oui, on faudrait laver parce qu'on vend en un mois, 2 mois. Ah ouais, vous pensez vendre? Ça tombe bien. Fait que là, je me suis fait des petits cadeaux. OK, j'étais un peu fou, là. Je me suis fait des petits cadeaux. La boîte, elle me coûte 70$. C'est rien, là. Ah ouais. Des petites mousses, une chandelle là-dedans. J'ai mis une mug de café de l'équipe, un bloc-notes, crayon. Quoi d'autre que j'ai? Puis je leur donne ça. Ils capotent, hein, parce que là, ils reçoivent. Là. Ils reçoivent. Bref, j'ai pogné 2 mandats comme ça, juste en faisant du porte-à-porte. Pour. C'est ça la recette de réussir en immobilier, tu trouves une compagnie de lavage. Ah, voilà, je sais pas. Là, on est encore dans nos débuts, mais c'est ça. Fait que j'ai vu qu'on avait besoin de ça. Ça a commencé avec le calfeutrage. Hein? Toutes les inspections, s'il y a bien une chose qui sort, c'est le calfeutrage. Fait que là, je dis, attends un peu, il y a de quoi à faire avec ça. Là, je pense les films de fenêtre. Les films de fenêtre, on travaille sur développer le produit, soit les films de fenêtre ou comme un papier teinté, dans le fond? Ouais, c'est pas nécessairement teinté. On offrirait plusieurs gammes. Je posais là en Chine dans une couple de mois pour parler un manufacturier. Mais les films, soit que tu vois pas à l'intérieur, mais tu peux. Bref, il y a plusieurs types de films. Les produits, c'est pas un produit de lavage. On veut développer un produit avec la compagnie parce que, un peu comme l'immobilier, tu as un produit, tu peux le vendre pendant que tu dors. Fait que j'ai vu qu'il y avait de quoi à faire avec ça. J'ai fait faire des soumissions. J'ai appelé 10 compagnies pour qu'ils viennent chez nous nettoyer les fenêtres. Puis je trouvais tout que leur service était de la merde.
Ça prenait 24-48 heures avant qu'il me rappelle pour une soumission. Fait que là, on a développé un robot. OK? Fait qu'il y a un code QR, tu scannes le code QR, tu as la soumission pour laver les fenêtres chez vous en 2 minutes. Fait que direct là, on venait de se séparer beaucoup de la compétition. Je voyais une place à prendre dans le marché, puis on l'a pas encore pris notre place, mais on s'en vient à une vitesse assez fulgurante. On a au-dessus de 100 000 vues dans les derniers 30 jours. Okay. Là, on a fait un stunt avec des influenceurs. Fait qu'on je fais le lavage chez les influenceurs. Dont Hugo. Ouais, c'est ça, Maman Caféine. Plein de personnes pour aller voir sur les réseaux sociaux. Isabelle Boulay qui s'en vient. Fait qu'on fait des lavages pour aller chercher de la visibilité avec ça. On poste à tous les jours. Fait que j'ai vu un manque à gagner dans l'industrie au niveau du service, au niveau du prestige. On donne un service de prestige. C'était une maison mobile à 200, un lavage à 150$. Je suis pas la bonne personne pour toi. On veut des lavages de prestige, on va aller chercher le commercial, résidentiel, mais des jobs de finition. On donne de quoi? De 5 étoiles. Fait que j'ai vu un manque à gagner avec ça, puis surtout au niveau des réseaux sociaux. Donc, il y a plein de compagnies de lavage de fenêtres, il y a plein de compagnies d'entretien ménager, mais je pense que personne ou très peu de gens utilisent le moteur des réseaux sociaux comme il devrait être. Tous les métiers, que ce soit dans la construction, que ce soit dans le service, c'est très archaïque. C'est très archaïque. Mais ceci étant dit, il faut faire des réseaux sociaux. Je pense que les réseaux sociaux, tu sais, je veux dire, si tu n'utilises pas les réseaux sociaux, tu es déjà en arrière, là, comme tu es 5-10 ans en arrière. Mais ceci étant dit, si tu es pour prendre du contenu puis avoir du contenu recyclé, là, comme les courtiers immobiliers là, qui le font, là, on a le droit de partir des courriers parce qu'on est 2 courtiers, OK? Fait que les gens qui arrivent et bonjour, voici le 106 rue Renault. 3 chambres à coucher, 2... Non, fais-en pas de vidéo, là. On s'entend-tu? Viens d'inscrire, viens de vendre. Non, mais fais-en pas de vidéo si t'es pour faire m'en que tout le monde, là. Sors de la boîte. Moi, je pense qu'un entrepreneur, c'est un artiste. Fait de quoi de différent, d'innovant, pas obligé de parler. Change de la boîte un peu. Ton client va être content parce qu'il sera pas comme les 10 000 autres. Puis 2, tu vas te démarquer des autres courtiers, tu sais. Ouais. Les autres courtiers vont voir tes affaires. On dit, Krim, on va faire comme lui, tu sais. Tu vas être en avant du lot. Je pense que c'est bon de faire des réseaux sociaux. Je pense que c'est essentiel d'en faire, mais encore faut-il bien les faire. Puis je suis beaucoup Gary Vee, sûrement que toi aussi, sûrement que les gens qui nous écoutent aussi. Hey, c'est pas... Ben là, j'ai pas d'équipe. T'as ton sel? C'est tout. Pogne ton sel, puis filme-toi. Fais des vlogs, fais du montage. Nick, j'aime pas ça me filmer. Ouais, mais t'aimes pas ça de filmer, je veux dire. Moi, j'aime pas ça d'avoir mangé 3 fois par jour, puis il faut que je le fasse pareil, tu sais. Je veux dire, il faut... Tu sais, il faut être en avant de la caméra. Fait que c'est ça. Puis, pas juste en avant de la caméra. Je pense qu'il faut être. Tu sais, il n'y a pas de business en dessous d'une roche. Il faut que tu te fasses voir. Il faut que tu te fasses. Puis on parle business, hein? Ouais. On parle business parce qu'il ne faut pas confondre. Tu sais, je veux dire, si tu travailles un job 9 à 5, tu sais, l'intérêt d'être devant la caméra, il est peut-être pas aussi urgent. Là, mais quand tu as une business, comme tu dis, genre, il faut que tu sois vu. Fait que je comprends pas. Fait que c'est là qu'on est allé avec les entretiens Raven. On s'en vient vraiment chercher un service de prestige, 2, la simplicité, facile d'accès, un one-stop deal pour tout. Et puis là, on est en train de développer, là, j'avais une rencontre encore aujourd'hui pour un système d'abonnement. Hein, fait que là, mettons ton lavage, on offre tous les services complets. On ouvre la cour pour le printemps, on le ferme. Lavage intérieur, lavage extérieur. J'ai soumissionné un client la semaine passée, on s'en va nettoyer des quenouilles dans son étang. Fait que tout ce qui est entretien ménager, on le fait. Par contre, on le vend avec un système d'abonnement. OK. Récurrent. Oui. Fait que là, c'est un programme de 12 mois. On passe souvent chez le client, fait qu'il nous connaît, ça va bien. C'est un revenu récurrent. C'est plus facile pour moi de prédire. Et puis après ça, la prochaine phase va être le développement de produits. Et puis la phase ultime d'ici les 5 prochaines années, c'est la franchise. Okay. C'est le modèle de franchise. Maintenant, tout ce qu'on est en train de créer, c'est pour faire un automatisme pour que tout soit facile. J'en saute là parce qu'on serait ici 2 heures, là, mais tout ce que je suis en train de faire présentement, c'est pour la franchise. Je veux qu'un jeune de 20 ans soit capable d'opérer sa business sans que je sois dans ses pattes. Je comprends. Vous êtes rendu combien là, chez Raven? 2, 3, 4 employés. Quand même. 4 employés. Ça a été comment les premières embauches? Les premières, encore là, c'est pas évident, là, tu sais. La première... Je sais pas, je peux en parler, mais on n'aimera pas de nom. Là, mais Ginette. C'est toute qu'une aventure engager des gens, on va se le dire. Là. J'ai engagé un jeune. Écoute, le gars, il allait ses jobs avec son hoodie. Il avait des longs cheveux.
à sa job avec son hoodie, comme ça, genre. Puis les clients voulaient pas le laisser rentrer chez eux. Je sais bien. Mais je me demandais pourquoi. Pourquoi je viens de perdre ce client? C'est 2000 pièces que je viens de perdre d'un coup. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Puis là, ben, on sait tous qu'un client non pas satisfait. Parler bien plus. Oui, tu sais, fait que là, ça va. J'arrive sur le job. Il a son capuchon, il fait peur. Là, le bandit. Puis là, il rentre dans mon. Là, je dis rien, tu sais, je dis rien, moi j'analyse. Tu sais, je pense beaucoup. Je pense que dans la vie, il faut. Là, ça paraît pas parce que je parle beaucoup, mais il faut écouter plus qu'on parle. Puis là, je parlais pas. Je le regardais à faire. Non, c'est peut-être moi qui est fou. T'sais. Il arrive dans le char, il y a encore. Là, je dis non. Le capuchon, c'est fini. T'es dans mon char, tu représentes ma compagnie. Tu sais, je veux dire. Fait qu'une semaine après, je l'ai mis à la porte. Là, j'ai déjà mis à la porte 4 employés. Ouais. C'est ça. Puis ça, c'est une autre affaire. On parlait de l'armée tantôt. C'est tough. Pour moi, ça, c'est une partie qui est difficile. Parce que c'est une partie que j'avais pas encore vécue dans le monde civil. Parce que, mettons, dans mon équipe de courtage, j'y vais comme un point de vue leader, un peu comme dans l'armée, parce que les courtiers qui travaillent dans mon équipe, ça dépend du modèle d'affaires, mais dans mon équipe, tu sais, je veux dire, c'est plus easy going, là, tu sais, je veux dire, moi, si tu rentres pas de l'argent, c'est correct, moi, je vais continuer à en faire, là, tu sais, je veux dire, si tu veux, je t'aide, par contre, pose-moi des questions, je vais t'aider, tu sais, moi, je vais aider quelqu'un qui a faim, là, tu sais, je vais, fait que la portion leadership ou être en contrôle d'une compagnie est très différente quand tu as des employés engagés et non des travailleurs autonomes. T'sais. Fait que ça, présentement, je suis en train de m'ajuster là-dessus parce que dans l'armée, tu dis non, écoute bien, là, tu fais ci, tu fais ça, puis tu t'en vas là à telle heure, puis si t'arrives en retard, t'es dans la merde. Mais là, c'est pas comme ça que ça marche au civil, ça a de l'air. Moi, je m'en ai rendu compte quand j'ai commencé mon équipe. Parce que j'ai géré ça comme à l'armée. Au corps de tour. Au début, c'était intense. Là. Moi, j'étais un gars, j'ai monté ma business sur des appels, sollicitation, prospection, du proprio, expiré, name it. Tous les matins, 8h30, j'étais sur le phone jusqu'à midi. Tous les matins. 5 jours semaine, c'était ça mon modèle d'affaires. Et après ça, le monde, il se demande pourquoi tu te promènes en porte puis pourquoi tu as une équipe de 20. Parce que tu as fait les appels, t'as fait ce qu'il fallait faire. En tout cas, excuse-moi, je l'ai pas coupé, mais j'admire. Quand j'ai commencé, là, je te disais que j'allais pas, je refusais les contrats. Je faisais 8 heures d'appel par jour, 7 jours sur 7. J'avais un petit bureau 10 par 10 avec un rideau, pas que l'adjoint vienne me voir, je fermais le rideau. Plaçais le fond. Je veux juste qu'on fasse une pause d'homme. 8 heures d'appel par jour. Ça représentait 160 appels par jour à peu près. Il y a du monde qui travaille même pas 8 heures par jour, puis toi, tu faisais des appels 8 heures par jour. Je rentrais chez nous débiné, ma blonde était là, OK, c'est beau, je repars le lendemain. J'ai fait ça pendant 6 mois avant d'avoir mon premier mandat. Fait que, tu sais, mettons, les efforts que j'ai mis dans l'espace de 6 mois représentent probablement un 4-5 ans d'appel d'un courtier régulier. Puis après ça, dans les 6 mois d'après, j'ai fait 150 000, 30 transactions. Puis après ça, ça a doublé année après année. Mais j'étais capable de maîtriser le téléphone. J'arrivais là pour dire que quand j'ai commencé mon équipe, ça faisait déjà... j'ai commencé mon équipe, ça va faire à COVID. Fait que janvier 2020, j'ai commencé mon équipe. COVID frappe au mois de mars. Puis avant ça, je collaborais avec 2 courtiers. Fait qu'en 2019, j'avais commencé à avoir l'idée puis commencer à bâtir ça. Courtier rentrait au bureau, 8 heures, il fallait qu'il soit là. 8 heures, on faisait du roleplay jusqu'à 8h30. 8h30, on faisait des appels, puis il fallait que tu t'offres jusqu'à midi, puis tu suives mon beat. Ça n'a pas toffé longtemps. Puis Samuel, mon petit frère, il commençait avec moi, il faisait le roleplay, puis écoute, j'ai brûlé, là. Tu rentrais pas une journée, un avertissement, 2 jours, out, ça marchait pas. Fait que ça a été comme ça pas longtemps parce que j'ai rentré, il rentrait, il sortait, il rentrait, il sortait, j'en passais. Puis là, comment tu gères à cette heure aujourd'hui? Parce que vraiment différemment. Ils font encore des appels, tes courtiers, comment tu Ils font des appels, j'ai des barèmes minimum, on a des critères minimums à respecter, mais c'est pas la même chose que ce que j'avais avant. T'sais, avant, c'était vraiment géré comme des employés. Puis ce que j'ai réalisé avec le temps, que c'est des travailleurs autonomes, c'est une bébête différente. Ils sont là parce qu'ils veulent avoir une flexibilité, ils veulent pas avoir de plafond sur leur revenu, etc. Tu peux pas les mettre dans un cadre, mais il faut leur donner une certaine structure. Puis maintenant, j'y vais plus un peu en modèle de coach avec des barèmes minimum, puis on réévalue comment ça se passe. Si je vois qu'il n'y a pas d'actions qui sont prises, t'es pas coachable, il n'y a pas d'améliorations qui sont faites,
c'est peut-être pas le bon environnement pour toi. Tu sais, des fois, c'est pas que la personne n'est pas bonne, c'est l'environnement que j'ai pour toi qui est juste pas un fit pour toi. Ouais. Puis des fois, c'est comme un autobus, on est dans un siège, puis on n'est juste pas dans le bon siège. Je prends une personne et j'essaie de le faire des appels, ça marche pas, parfait, on va essayer ça, je le déplace. Puis là, il y a des résultats. Fait que c'est d'évaluer. Quelqu'un qui fait pas trop d'appels ou qui a de la misère à ses appels, tu te déplacerais où, justement? Ben, je vais évaluer si tu es une personne qui est bonne avec les gens, si tu es une personne qui est meilleure avec le relationnel. Si oui, OK, je vais te monter un plan d'affaires plus axé sur ton cercle d'influence, tes anciens clients. Je vais te monter un plan d'affaires qui est différent. Je donne un exemple. J'ai un courtier dans mon équipe qui a été 4 ans courtier indépendant. Il faisait à peu près 100 000 par année, OK, avant dépenses, etc., etc. Il réussissait bien. Mais il essayait son coach, il payait un coach, le forçait à faire des proprios, des expirés, puis ça ne marchait pas pour lui. Il est rentré chez nous, ça va faire 2 ans qu'il est avec moi. Déjà là, depuis le début de l'année, à lui, après m'avoir payé, il est rendu à 275 000 de fête, après m'avoir payé. Puis il va faire à la fin de l'année d'ici 400 000 plus ou moins. J'ai juste pris sa personnalité, puis j'ai dit, toi, là, t'es bon avec le monde. C'est pas sur le fond, il faut que je te mets avec tes amis, dans des événements, puis on va s'assurer de promouvoir les événements dans lesquels tu es pour que le monde sache que tu es courtier. Fait qu'on a mis un plan de match sur des DM automatiques pour son cercle d'influence. J'ai mis un plan de match pour de l'événementiel de remerciement pour ses clients, puis ses cercles d'influence fait des parties. Fait qu'il y a du fun, puis il fait de la business. Wow. Il y a du monde de même. Moi, ça fonctionne pas pour moi. Moi, j'ai toujours eu besoin d'aller outreach puis chercher du monde parce que j'arrive pas à connecter avec les gens aussi facilement. Ben, on a tous une personnalité différente. Ouais. Puis il faut que tu l'adaptes. Fait que maintenant, j'y vois plus dans cette approche-là. Tu consacres combien de ton temps immobilier à gérer tes propres transactions puis à gérer l'équipe? Année après année, j'essaie de diminuer mon nombre de transactions parce que mon objectif, c'est qu'à un moment donné, je sois plus dans la gestion plutôt que... Mettons, quand j'ai commencé mon équipe, je faisais 175 transactions tout seul. J'avais des adjointes. Ouais. L'année passée, j'étais rendu à 70. Puis là, j'essaie de diminuer. Cette année, j'aimerais bien ça finir à 50. Tu sais, c'est drôle. Je veux diminuer, mais je veux garder un net supérieur. Fait que je veux diminuer mes transactions pour augmenter mon net à moi puis que mes courtiers en fassent plus. Fait que je travaille un peu dans cette optique-là. Ça prend du temps parce qu'il faut que tu y ailles avec tes ratios. Ouais. Mais c'est ça mon objectif. Donc, j'essaie de diminuer. Puis maintenant, je suis impliqué dans d'autres choses aussi. Mes gestions de mes immeubles. J'ai une compagnie de gestion. J'ai mes immeubles à moi personnellement. J'ai mon courtage, etc. Qui est ça, entre autres. Juste ça, c'est quasiment un job à temps plein, là, d'avoir des immeubles. Ouais. Ça, on en parlait quand on a fait l'open house à Laval. C'est des immeubles... Tantôt, tu me demandais est-ce que je préfère faire du courtage ou gérer mes immeubles. Je te dirais ni un ni l'autre. Je suis rendu plus où ce qui me passionne, c'est d'optimiser quelque chose. Ça peut être d'optimiser un humain, ça peut être d'optimiser une business ou d'optimiser un immeuble. C'est de prendre quelque chose qui est froissé puis de le rendre vraiment beau. Wow. C'est vraiment ça maintenant qui est ma mission de vie. Puis la mission de l'entreprise du gouvernement, c'est vraiment... en fait, rendre l'immobilier accessible pour tous, puis de rendre les gens riches par l'entremise de l'immobilier. Ça peut être le courtage, comme ça peut être l'investissement. Indépendamment, je pense qu'à un certain moment dans ton profil, il faut que tu touches à de l'immobilier. Mais c'est quoi ta structure? On pourra changer de sujet après, mais je te pose la question parce que je trouve ça super intéressant. T'as-tu quelqu'un en charge des transactions? T'as-tu quelqu'un en charge? Tu sais, est-ce que... Ouais, chacun son... Tu peux pas tout faire, là? Dans le courtage, mettons? Oui, dans ton équipe, là, au niveau de la gestion de l'organigramme, si tu veux. Un chapeau par position. Ça veut dire coordonnatrice des transactions, gère juste les transactions. Coordonnatrice des listings, gère juste les listings. Puis j'ai une adjointe qui, elle, s'occupe juste de mes trucs à moi personnellement. Coordonnatrice des listings, c'est une courtière ou c'est une adjointe? Non, c'est une adjointe. Ça fait 5 ans qu'elle est avec moi. Je l'ai formée de A à Z. Elle n'avait aucune expertise à partir d'une garderie. Aucune expérience en immobilier, mais elle avait la fibre prendre soin des gens, des clients. Puis dans les listings, tu as besoin de ça. Fait que t'as quelqu'un à temps plein qui passe par-dessus les listings, s'assurer que tout est beau. Oui, en fait, c'est elle qui coordonne tout. On a un listing, je donne le contrat, elle va chercher les documents qui nous manquent, elle fait l'appel d'intro avec le client, va collecter tout ce qu'on a de besoin, prépare la fiche, le listing, etc., coordonne les visites. Puis après ça, le suivi de mise en marché. Puis chouchoune nos clients, on en prend soin. C'est ça son rôle. Wow. Son rôle. C'est essentiel, hein? C'est juste ça, sa job. Ouais. Tu sais, mettons, ils ont des enfants,
va leur envoyer des cadeaux pour leur fête. Elle va leur envoyer des dessins pour l'Halloween. Ah, ouais. Juste prendre soin de notre monde. Fait que ça, c'est sa job. Puis transaction, ben c'est voilà transaction. C'est fait. Je pense que quand tu arrives à un certain volume de transactions, chaque équipe doit avoir des experts dans un département spécifique pour que ça fonctionne. Il y a beaucoup d'équipes qui roulent sur des super adjointes. Je pense que c'est viable, à court terme. Pas trop de volume. Si elle tombe malade 2-3 semaines. Tu t'es basé sur qui? C'était t'as-tu un coach en immobilier? J'ai toujours été coaché. J'ai eu Host Coaching longtemps. Maintenant, je suis avec Tom Ferry. J'ai fait Tom Ferry. J'ai fait Anthony Robbins Business Mastery. J'ai fait beaucoup de coaching, Grant. Tout le temps. Je pense que c'est crucial. C'est crucial. Mais il y a plein de modèles d'équipe. Tout comme il y a plein de genres d'entreprises. Il n'y en a pas une qui est meilleure qu'un autre. Je pense que c'est de trouver, on va dire ça comme ça, chaque chaudron a son couvert. C'est de trouver ton bon couvert qui fait pour toi. Ben, tu le vois avec ton entreprise. Ben, tes entreprises, en fait, il y a personne qui te coach à monter Raven en ce moment. Non, je fais de l'essai-erreur. J'en ai fait des erreurs déjà là, mais c'est correct. C'est quoi l'erreur que tu as faite qui t'a la plus marquée? Ah, je l'ai fait une couple. Là. J'ai engagé un gars des États-Unis, du Texas, qui a sa compagnie de lavage de fenêtres. Lui, il était dans le domaine des lavages de fenêtres depuis, je pense qu'il y a 10 ans. C'est un de mes chums d'enfance qui a déménagé au Texas. Puis je l'ai engagé pour une semaine. C'est comme pitcher de l'argent par là. Il était bon, il nous a aidés. C'est quoi qu'il faisait? Mais tous les employés qu'il a coachés, j'ai mis dehors 3 semaines après. Fait que, tu sais, là, puis moi, j'étais sur le coaching, mais j'étais entre deux, là, tu sais. C'est parce que moi, c'est l'immobilier qui continue, qui feed ma compagnie de lavage de fenêtres. Fait que là, je peux pas arrêter de faire de l'immobilier. Ouais. Fait que là, ben lui, son coaching, c'est par les fenêtres. Je voulais offrir un service, je veux encore offrir, puis j'ai beaucoup de fierté à ça. D'abord, on donne un service de luxe, mais on donne un service garanti. Qui n'est pas garanti 3 semaines, là, je veux dire, s'il pleut ou il vente, tes fenêtres viennent ça. Mais dans les 3 prochains jours, s'il n'y a pas plu, notre service est garanti. Tu m'appelles, on revient sans frais, tu sais. Okay. Fait que je voulais aller dans le service de luxe, fait que je me suis acheté une Mercedes, tu sais, en partant, le Matrice. Ouais. Tu sais. Puis ça a été une erreur parce que. Si tout t'a pété. Ouais, ben là, justement, elle est pété présentement. Mais tu sais, tu veux dire, oui, c'est tout. Mais ça coûte cher quand j'aurais pu acheter un petit Ford ou un petit, tu sais, quelque chose de. Je voulais que ça soit classe, tu sais. Mais tu peux être classe avec un Ford quasiment neuf, tu sais. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça que j'ai appris. Mais c'est correct. Je fais les erreurs-là pour que, qu'on soit dans le modèle de franchise, ça soit plus facile. Là, puis c'est où tu vois ta carrière d'entrepreneur en général dans les 5 prochaines années? Je sais pas, j'ai des projets. T'as-tu lu les livres à Ryan Serhant? Non. Les 2 livres, en fait, là, c'est... Bon, je l'ai mis. En tout cas, j'ai fini de lire un livre récemment, puis Ryan Serhant, il croit beaucoup à... Ça fait un certain sens de jongler avec plusieurs balles dans les airs en même temps. Fait que ça va arriver que tu vas en échapper une, et c'était là. T'sais. Puis quand on parle de balles ici, on parle de plusieurs compagnies. Il faut trouver, pour moi en tout cas, il faut que je trouve le juste milieu. T'sais, comme là, j'ai plein d'autres idées que là, je peux pas trop m'amincir. Là, tu vois? Fait que là, j'ai l'immobilier, j'ai le podcast, puis j'ai les entretiens Raven, c'est assez pour l'instant. T'sais. Après ça, je vais builder par-dessus ça. Mais j'ai plein de projets, fait que pour les prochaines 5 ans, je sais pas, là, on s'en est parlé un petit peu tantôt, j'ai le modèle franchise, fait que ça va me tenir occupé. L'équipe de courtier, on va voir comment je vais... Il faudrait que je m'assieds puis je détermine un peu qu'est-ce que je fais avec l'immobilier. T'sais. Est-ce que je pousse pour continuer l'équipe encore plus? Je sais pas. Ça te passionne-tu encore autant, le courtage? Oui, j'aime le courtage. J'aime beaucoup. J'aime faire une différence. La semaine passée, j'allais faire le vendu avec une cliente et elle pleurait, tu sais. Je suis content de faire ce que je fais, tu sais. Parce que c'est triste, mais je trouve que
trop de mauvais courtiers. Ah, Puis je m'aide pas en disant ça pour mon métier, mais c'est vrai qu'il y a trop de mauvais courtiers. Puis il y a trop de courtiers, j'ai l'impression, qui sont pas là pour les bonnes raisons. Ils poussent l'avance chez le client, ils poussent pour avoir de l'argent, mais qu'au final, c'est pas ça qui est important. C'est le bien-être du client. Moi, quand je visite avec... Là, je pense à un couple de clients avec qui je visite en particulier. Ça fait 3 mois qu'on visite, 3-4 mois qu'on visite, qui est quand même extrêmement long, mais moi, je rentre dans la maison, c'est pas pour vous autres, ça, là, je veux même pas vous acheter ça. Là. Ouais, mais Nick, telle affaire. Non, regarde, telle chose, vous n'êtes pas manuel, c'est ça, c'est pas pour vous. T'sais, on va vous le trouver, le fit. Il y a tous les semaines des propriétés qui rentrent sur le marché. Fait que, c'est ça, de pas vouloir à tout prix faire une transaction, mais être là pour le bien de tes clients, de bien travailler aussi. On dirait que dans le courtage puis en business, de faire des suivis, bref. À base. Fait que je pense que j'ai une fierté à aider notre métier. Je pense que, humblement, pas que je suis bon parce que je fais beaucoup d'argent. Il y a plein qui font bien plus d'argent que moi. Mais je pense qu'un bon courtier est jugé par comment est-ce qu'il traite ses clients. Puis au final, on est là pour faciliter leurs tâches. Moi, je dis toujours aux clients, moi, j'ai 2 jobs. Facile d'être courtier immobilier, j'ai 2 jobs. 1, c'est maximiser vos profits, puis tout ce que ça l'implique. Puis 2, c'est vous protéger. C'est mes 2 seuls jobs. Mais c'est des grosses jobs. Ouais. Fait qu'un bon courtier, je pense qu'il fait ces 2 affaires-là. Il maximise les profits de son client, il s'assure de bien négocier pour lui, il s'assure qu'ils ne font pas des offres qu'ils ne devraient pas faire, puis de le protéger au niveau de la documentation, au niveau de... Fait que c'est ça. Fait que non, j'ai encore une passion pour l'immobilier. J'aime l'immobilier. Je pense que je vais toujours rester dans l'immobilier en tant que courtier. Puis là, tranquillement, en tant qu'investisseur également. Ouais, tu me parles de ça tantôt. Tu aimerais ça là, te lancer, faire le grand saut. C'est pas le choix. Écoute, je le sais parce que je conseille mes clients sur quoi faire. Mais puis j'en avais des portes. Hein, j'avais 10 portes avant, sans compter ma maison personnelle. Fait que 11 portes, mettons. Pourquoi tu as décidé de partenariat. Ok, tu étais avec les modèles qu'on avait achetés, j'en achetais pas de mise de fonds. Fait quand j'ai lâché l'armée, j'étais pas courtier immobilier tout de suite. J'avais une compagnie de reprise de finances puis de succession. Okay, fait qu'on on passait à travers le registre foncier au grand complet, puis on allait cogner aux portes des gens pour acheter la maison comptant. Okay. Avec des prêteurs privés. Fait qu'on a acquis une couple de propriétés comme ça, mais on n'avait pas d'argent. Fait que j'achetais aucune mise de fonds. Ouais. Fait que ultra leveragé, puis... Oui, on prenait des garanties de ces maisons, ou on achetait 200 000 en dessous de la valeur marchande, fait que le prêteur, il pognait sa sécurité sur l'immeuble, puis c'est toujours des flips, fait que c'est ça. On a acheté 2 quadruplex côte à côte avec $0. Mais tu sais, c'est un gouffre, tu sais, je veux dire. Ouais. Je suis content de l'avoir fait, puis je suis content aussi de m'avoir sorti de tout ça, mais c'est intéressant, c'est faisable. Acheter un immeuble avec 0% de mise de fonds, mais c'est difficile, puis la raison pourquoi est-ce que je l'ai vendu, c'est parce que là, c'est les dettes. Ouais. Parce que là, tu achètes avec 0% de mise de fonds, c'est parce qu'il faut que tu l'optimises ton immeuble pour rentabiliser. Fait que là, l'optimisation, fait que là, ça venait un cercle vicieux. Fait que j'étais comme, oh, non, tu sais. Moi, je me sens pas à l'aise là-dedans, tu sais. Encore mon esprit reptilien de militaire, tu sais. Il faut que moi, ça soit ordonné. J'aime pas ça, les choses sur le côté, tu sais. Fait que là, t'arrives, prêt privé, pourcentage, rembourser l'autre pour augmenter les loyers, pour payer le. Non, ça me parlait pas. C'est pas quelque chose que je voulais faire. Fait que je retourne dans l'immobilier parce que je pense que tout le monde devrait acheter de l'immobilier. Je veux être un coordonné bien chaussé. J'ai déjà ma maison à moi depuis plusieurs années. J'ai toujours eu des maisons, en fait. Même dans le temps, j'étais dans l'armée. C'est pour ça que j'ai été buté aussi souvent. Hein. J'ai eu 5 butations. Parce que l'armée, je sais pas si tu savais, mais il payait pour ton courtier. Ouais. Il paye pour tes frais de déménagement. Il paye pour tout. Fait sauf que, la maison. Être intelligent dans l'armée, là, tu fais une mutation aux 3 ans. Tu fais ça toute ta vie. Au bout de ta carrière militaire, ta maison est payée cash. Il y a beaucoup de monde qui le font. Beaucoup de monde. Fait que moi, je déménageais et j'achetais à chaque province que j'habitais, tu sais. Fait que tout ça pour dire que je pense que tout le monde devrait acheter de l'immobilier. Tout le monde. Puis hier, à part de ça, comme tout le monde qui nous écoute, si vous n'avez pas d'immobilier, contactez un courtier hypothécaire ou un fiscaliste pour vous faire, ou un planificateur financier. Puis, corrige-moi si j'ai tort, là. Première affaire, faire ça pour établir vos finances, établir un plan de match. Puis 2, contacter un courtier immobilier.
Tu sais, si vous êtes à Montréal, compartez le groupe La Mort. Si vous êtes à Rive-Sud, appelez l'équipe Rémo et Associés. Mais contactez un courtier immobilier pour établir un plan de match, quelqu'un qui connaît ce qu'il fait, pour que vous achetez de l'immobilier, que ce soit tout seul, avec ton frère, ta soeur, ton voisin. Il faut acheter de l'immobilier. Le bon temps d'acheter de l'immobilier, c'est ailleurs. Par contre, il faut acheter au bon prix. Hein? Fait que, mais puis je le pensais sincèrement. Je te challenge là-dessus sur acheter au bon prix. Oui. Parce que on entend souvent parler des gens, la profit se fait à l'achat, etc. Qui a été publicisé par le grand Jacques Lépine. Puis ça me purge aujourd'hui parce que je me dis c'est tellement pas dans le marché d'aujourd'hui. Je veux dire, avec l'accès à l'information qui est présent partout, les gens sont informés en maudit. Vraiment. Puis, moi, je suis plus d'accord avec des modèles un peu plus comme la MREX, avec Nicolas Herry, etc., où il va parler de l'optimisation puis d'aller dans l'immobilier stratégique. Ouais. Puis c'est avec ça que je fais mon argent avec l'immobilier. C'est vraiment avec l'optimisation stratégique. Parce que tous les immeubles que j'ai achetés, tout le monde me dit que tu rencontres un client, hey, je veux quelque chose de hors marché, donne-moi un deal. Ouais. Mais c'est quoi pour toi un deal? C'est ça. Parce que ta définition d'un deal, c'est pas la même que pour moi. Ouais. Mais toi, tu les achètes toutes sur le marché, tes propriétés? Je les ai toutes achetées sur le marché. Ouais, hein? Toutes des immeubles. Sauf tous des immeubles. Deux des immeubles, j'ai payé en surenchère. Il y avait 10-15 offres, j'ai offert 100 000, 150 000 en haut du prix. J'ai retravaillé un peu le deal après avec les chiffres, puis j'ai fait fortune. Un que j'ai acheté sur du proprio, que ça faisait 3 ans qu'il était à vendre. Tout le monde a passé dessus. Là, ça faisait à peu près 20 offres d'achat qui tombaient à visite des lieux puis l'inspection. Je l'ai acheté, c'est une dompe. Puis les autres, j'ai acheté des listings qui traînaient sous centris que personne ne voulait, que j'optimise puis que je fais une fortune avec. Mais c'est comme dans n'importe quoi. C'est beau dans l'œil de la personne qui le regarde. Comme de l'art. Ouais, mais l'immobilier, c'est une game de chiffres. Ouais. C'est une game de chiffres, mais tout le monde l'a vu, le deal. Ouais. Le deal. Personne ne l'a acheté. Pourtant, tu sais, mettons celui qui a été 3 ans avant, j'ai acheté sur du proprio. C'est un 15 logements, j'ai acheté à 455 000. OK? À Trois-Rivières. OK. 3 ans qu'il est à vendre, il y a des junkies partout dans le building. Partout, des gens âgés partout, c'est en délabré, là, puis des hoarders, là. J'ai fait des vidéos là-dessus, allez voir mes stories, vous allez voir, là. 2 pieds de stock d'un logement partout, coquerelle à grandeur, une affaire pas possible. Pas possible. Aïe, aïe. J'étais ça il y a 2 ans. Okay. J'étais avec mon frère Samuel dans ce deal-là. On a acheté ça il y a 2 ans, c'était son premier deal. On a mis 90 000 de mise de fonds pour acheter ça. OK. 45 000 chaque, done deal. Facile, ouais. On a investi 150, 200 000 en réno, puis on a fait faire des balcons. On a mis, mettons, 300 000 de réno dans le balcon. En prêt réno ou de Non, l'argent de perso? notre poche qu'on a sorti. Quand même, hein? C'est de l'argent. Ouais. On vient de refinancer 1,6 million. On est allé chercher 1 million net après nos dépenses, ça, en 2 ans, sur le deal. Sur une bâtisse que personne ne voulait. Personne ne voulait. J'ai acheté un 12... Mais c'est quoi t'as optimisé? Les balcons? Non, je mets de l'argent où ça rapporte. Ouais. Cuisine, salle de bain, plancher. Ouais. Bon, partie commune. Puis ce qu'on fait avec les unités, c'est qu'on est vraiment dans du cookie cutter. On achète le même stock pour tous les logements. La formule fonctionne, la même affaire partout. Fait qu'on a des prix de l'eau, on achète des gros. On achète beaucoup de planchers d'un coup, beaucoup de cuisines. Comme là, j'ai acheté 4 cuisines aujourd'hui. J'achète en lot. Tu as un fournisseur qui... Ouais, on a un fournisseur, puis il nous fournit le stock, on achète en lot, ça coûte moins cher, on met le même stock partout. Puis ce qu'on donne aux locataires, c'est vraiment un environnement de vie qu'ils n'ont jamais eu. Des logements, une coche en haut, des logements disponibles sur le marché, des parties communes, une coche en haut de ce que tu as ailleurs. Tout simplement. Un peu style condo. On prend un vieux immeuble, mettons, mon sweet spot, c'est des années 50 à 75. C'est comme un immeuble qui est propre, qui est clean, qui est solide, qui n'a pas été optimisé avec les logements. Ça, c'est mon sweet spot. On met des planchers, cuisine, salle de bain, optimisé comme ça, reloue les logements. Avec ça vient une augmentation de loyer. Exactement. Comment est-ce que tu gères ça? Ben, on le fait, on négocie avec les locataires pour qu'ils quittent. Et puis, on en a certains qui acceptent, là. Pas tout le monde, on s'entend, il y a quand même un certain délai. Mais mettons, celui que je te parle, j'avais door order, j'ai fait venir les services d'incendie, des rapports d'incendie, j'ai fait venir les exterminateurs, rapports d'exterminateurs, régie du logement, corriger le problème où vous sortez. Dangereux pour le feu. Carrément. Ils sont partis. J'en ai 2. Mais pourquoi Trois-Rivières? Pour plein de raisons. Moi, quand j'ai commencé à regarder, j'ai regardé Sherbrooke, Trois-Rivières, Granby, Valleyfield. J'ai fait mes études de marché un peu partout. Puis ce que je regardais, je voulais voir,
le taux d'inoccupation, il y a de l'air de quoi dans les secteurs? Le taux de vacances, en fait. Je voulais voir c'est quoi les loyers moyens, puis c'est quoi les nouvelles constructions dans les secteurs. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que ça construisait partout sauf à Trois-Rivières. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que quand il y a de la nouvelle construction dans un secteur, c'est à compétition. Fait que le parc immobilier, s'il est ancien, mettons, moi j'habite à Trois-Rivières, puis le parc immobilier est ancien, puis il n'y a pas de nouvelle construction, je contrôle le marché, il n'y a pas de compétition. Ça veut dire que si jamais je loue mon 4,5 à 1000 $ par mois, il n'y a pas le voisin qui le loue à 1509. Fait que c'est ça que je regardais. J'ai acheté là-bas, il n'y avait pas de nouvelle construction. Mettons, sur Louis Pasteur, j'ai un 15 logements, j'ai acheté, mes loyers étaient à 400 $ par mois. En l'espace d'un an, je te dirais à peu près 60 % de mes loyers étaient rendus à 850 par mois. J'ai mis 0 $ de rénovation. C'était des étudiants, les locataires, fin de session. J'ai rentré les nouveaux avec des prix de Montréal. Ils viennent de Montréal. Et c'était pas surprenant pour eux autres. Ils viennent de Montréal, co-signataires avec les parents. Ils rentrent, exactement. Puis j'ai suivi ce modèle-là. J'ai acheté à Victo après, un 12 à Victo, même affaire, collé sur le collège. Avec des prix de Montréal. C'est du monde de Montréal, des environs. Fait que moi, j'achète plus en région. Là, j'ai mon parc, j'en ai à Montréal, Victo, Trois-Rivières, Nicolet. C'est les secteurs Quand même, où je suis. C'est super intéressant parce que l'investisseur typique, il dit, qu'on se fait dire depuis des années, achetez votre parc dans le même, devenez maître de cet area-là. Puis moi, j'étais un gars de logique. Hein. Ça fait du sens, tu m'as. Ouais. Puis ça fait beaucoup de sens de dire, t'es allé dans... T'as magasiné les secteurs qui étaient le plus avantageux pour toi. Puis, je vous donne un truc niaiseux. J'en ai 2 trucs. Les petites pépites d'or sont là. Oui. Quand tu cherches pour acheter dans un secteur, va sur Google Maps. Quand tu arrives sur Google Maps, dézoome la carte. Puis tu vas voir les noms des municipalités ou des quartiers. Plus tu es dézoomé puis que le nom il est gros, c'est la grosseur de la population dans un secteur. Fait que plus tu zoomes, si jamais tu pousses ta recherche, tu vas te rendre compte que plus tu zoomes tranquillement, tu vas avoir des petits noms apparaître. Mettons là, tu dézoomes, tu vas avoir Trois-Rivières, Montréal, Québec. Ouais. Ça veut dire que la population puis le travail dans ces secteurs-là, il est plus en demande. Tu zoomes un petit peu plus, tu vas avoir Victoriaville qui sort, Granby, Valleyfield, les autres secteurs. Tu y vas de cette façon-là. Les gros secteurs sont-ils accessibles? Dans ce cas-ci, moi, Trois-Rivières est accessible. Sinon, j'ai zoomé un petit peu plus. Victo, Nicolette sont sortis de suite. J'ai acheté là. Parce qu'il y a une demande pour l'emploi. Puis la grosseur de la population est plus élevée. Après ça, tu zoomes un petit peu plus, tu aurais Shawinigan, tu aurais d'autres secteurs comme ça, Sorel, etc. Deuxième pépite d'or. Check dans des secteurs où il y a des Starbucks. T'es niaiseux, hein? Starbucks, là, ils font leur recherche. Point de vue secteur, ils font leur recherche pour voir jamais il y a du peuple, puis il y a du monde qui vient acheter des cafés à 5 6 $. Ouais. Tous les secteurs où j'ai acheté, il y a des Starbucks. Puis je suis pas loin des Starbucks. C'est malade. C'est niaiseux. Ouais. Mais il y a une raison. Ah ouais. Puis c'est des petites affaires comme ça qui font une grosse différence. Le seul secteur qui n'a pas un Starbucks, c'est Nicolet. Mais les autres secteurs où j'ai acheté... Ils ont trouvé à Tim Hortons, fait que ça y est. Ben, ouais. Puis ce projet-là, je l'ai acheté parce que c'est un 22 logements. OK? J'ai acheté ça à 1,8 million. 22 logements que je peux optimiser demain matin. Il n'y a pas de construction dans le secteur. Puis ça venait avec un autre terrain à côté que je peux construire un autre 22 logements à côté. Puis quand je l'ai acheté, j'ai fait subdiviser le terrain à l'achat. Donc, dans le j'avais 2 certificats de localisation. C'est sa promesse d'achat d'avoir... Oui, 2 promesses d'achat. Une pour le terrain, une pour l'immeuble. Okay. La raison est simple, c'est que quand tu fais un projet de construction neuve, tu peux utiliser le terrain comme garantie. Donc, moi, j'ai acheté le terrain à 1 $. J'ai acheté l'immeuble à 1,8 million. Puis là, le projet de nouvelle construction, on va faire évaluer le terrain. Puis ça va être ma mise de fonds pour construire le 22 logements. Fait que techniquement, je devrais être capable, si tout va bien, de construire mon 22 logements avec une mise de fonds moindre, qui est mon terrain que j'ai appliqué. Fait que des petites loupes de même font un impact majeur. Puis ces plans-là, moi, j'ai fait faire les plans avant d'acheter. J'étais allé voir la ville, j'ai des plans d'architecte pour mon projet. T'avais des gros délais, c'était ta promesse d'achat, là. Ça a pris 8 mois à financer. Quand même, hein? 8 mois. Dans le financement commercial, c'est déjà comme 6 mois. Là. C'était long. J'avais mon due diligence pendant ce temps-là. J'ai fait diviser le terrain. On a commencé à faire les plans, présenter à la ville. La ville a dit oui, tout est beau, on va vous autoriser le projet. Let's go. Puis au niveau de la rédaction de tes offres, c'est du monde de ton équipe, évidemment, qui le font? Ou c'est Sam qui s'occupe de mes offres. C'est moi qui dis qu'est-ce que je veux dedans. C'est moi qui gère mes propres transactions. Ouais. Le volet négo, le volet... Tous ces volets-là, c'est encore moi qui les gère. Le négo avec les locataires, je ne laisse pas mes gestionnaires faire ça. Non. C'est comme ça que j'optimise. Mes habiletés, c'est ça. Ouais. Tu dirais quoi
quelqu'un qui veut acheter un bloc, il n'y a pas tant d'argent parce que, tu sais, on parle de ton premier bloc, pas le premier, mais celui que tu as acheté avec ton frère, que tu as mis quand même quasiment 100 000 de Renault. Ouais. Pas tout le monde qui a 100 000 de Renault à mettre. Définitivement. Quelqu'un, tu suggérerais à quoi un premier acheteur de faire là, pour Achète-toi un Plex suivre le même parcours. Propriétaire-occupant. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté un 4. Propriétaire-occupant, ça ne m'a rien coûté d'habiter là pendant 6 ans. J'étais payé par les locataires. Je l'ai optimisé, oui. J'ai refinancé une fois pour rénover mes logements pour être capable d'augmenter mes revenus. J'ai été 3 mois que j'avais les 2 logements vides. Ils étaient vides. Puis là, je m'étais dit, je leur loue tout de suite ou je supporte le loyer manquant pendant 3 mois puis j'essaie de libérer l'autre bord. Puis après ça, je refinance. Puis ça a bien tombé. J'étais capable de libérer les 2. Puis ça, j'ai refinancé. Puis j'ai rénové avec cet argent-là. Il était vide. J'ai tout rénové. J'achèterais un Plex propriétaire occupant. Idéalement un 4. Tu ajoutes avec le 10 % de mise de fonds. Tu vas probablement utiliser ton RAP ou ton CELIAP pour faire l'acquisition. Donc, tu ne sors pas techniquement de l'argent de tes poches. Le RAP, tu peux utiliser un pré-RAP aussi. Donc, c'est ton relevé fédéral, là, il mentionne le montant éligible à cotisation REER. Si tu n'as pas cet argent-là dans tes REER, tu peux faire financer ce montant-là pour faire l'acquisition. Tu ajoutes avec 10 % de mise de fonds, tu optimises, tu attends 4 ans, puis après ça, tu le refinances, puis tu prends la liquidité de ton Plex pour acheter le prochain. C'est ça que je ferais le meilleur mot. T'as quel âge? 32. Ouais. Wow. T'as même pas la moitié de ta vie, là. T'as quel âge? 34. Ah, on est en même âge d'abord. 2 bébés. Ouais, c'est ça. T'as la fleur de l'âge. Ouais, exact. Moi, c'est inspirant pour vrai. Puis je le pensais vraiment au début de l'épisode là, quand j'ai dit que ça m'avait inspiré à notre dernière conversation. C'est vrai. Puis je commence vraiment le processus sérieux d'acheter un immeuble. Fait que je trouve ça super important. Tu sais, c'est vrai que t'es la somme des personnes à qui tu tiens puis on se tient pas ensemble à tous les jours, mais tu sais, le fait qu'on s'est tenus ensemble pendant une journée, mettons, juste ça a décliqué pour moi d'acheter un immeuble. Tu sais, fait que merci. Je pense que c'est un bon mot. Puis pour finir, je veux savoir, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui veut se lancer à l'eau, ça serait quoi? Lancer à l'eau dans l'entrepreneuriat. Je sais pas, man. C'est tellement facile de donner des conseils. Quelqu'un qui veut se lancer en entrepreneuriat, c'est pas si facile que ça en a l'air. Ça va être beaucoup plus difficile avant que ça devienne plus facile. Tu vas avoir des journées que tu vas vouloir tout lâcher. Tu as des journées que ça sera pas évident. Mais si ça serait facile, tout le monde le ferait. Puis n'importe qui a déjà passé en affaires, il y a eu des périodes de bas. Il y a eu des journées nuageuses, mais après la pluie, il y a toujours le beau temps. Puis c'est de persister, puis c'est de rester avec. Faites vos devoirs, faites vos études. Là. C'est sûr que si tu persistes, puis tu continues à pousser sur une idée de marde, ben, je veux dire, il n'y aura pas grand-chose qui va en sortir. Là. Mais je veux dire, si fondamentalement, tu as quelque chose de bien, tu y crois pour les bonnes raisons. Moi, je donne un truc aux gens. Là. Moi, j'en parle aux gens. Là. Moi, certains, mes gens proches là, que je peux chummer avec, là, je sais qu'ils partiront pas avec mes idées, là, je leur en parle. Là. Puis ils sont là, puis ouais, OK, ouais, OK. J'en parlerai, mettons, mes parents, j'ai jamais à mourir, mais je parle des idées d'entrepreneurs, mes parents. Au début, ils étaient comme, ouf. Là, à cette heure, je leur en parle. Ah ouais, tu devrais faire ça. Ah, c'est ça. Mais, fais attention à qui t'en parles, mais mettons, j'en parle à plusieurs gens. Puis si les gens sont embarqués dans ton projet, ah ouais, c'est cool, OK, ouais, c'est vraiment intelligent, mais peut-être que t'as quelque chose, tu sais. Fait que c'est pas si facile que ça en a l'air. Arrêtons d'idoliser le fait d'être un entrepreneur. Tu sais, je veux dire... Fait que c'est ça, mais tu sais, je veux dire, allez pas on a parlé tantôt, mais n'allez pas en entrepreneuriat pour penser que vous allez avoir vos fins de semaine de libre puis vous allez pouvoir faire du bateau avec vos chums. Peut-être un jour, peut-être éventuellement. Mais si tu veux être un entrepreneur puis tu veux être sérieux dans le business, que ce soit en immobilier, parce que les courtiers immobiliers, c'est des entrepreneurs. Je pense que c'est une des erreurs qu'ils font. Les courtiers immobiliers ne gèrent pas leur business comme une business. Puis ceci étant dit, à n'importe quel niveau, que tu n'aies aucune équipe, il faut que tu le gères comme une business. Fait que, bref, ça pourrait être un sujet de conversation pour notre podcast ensemble, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Mais restez, puis foncez. Puis si vous avez des idées, puis si vous avez des plans de dire crime,
peut-être que je devrais partir en business. Ben faites-le, esti. C'est pas mal que vous soyez mort que ça va être le temps de se partir en business. C'est pas mal que tu sois mort que ça soit le temps. Tu veux te partir ta marque de linge, ben fais-le, man. Ouais. Comme, qu'est-ce que t'as à perdre? De l'argent? Tu sais, je veux dire, moi, le jour que j'ai changé mon wild, puis je t'ai parlé à la conférence un peu, là, puis le jour où j'ai switché de l'armée à la vie civile, là, c'est parce que j'étais hanté avec l'idée de pas atteindre mon plein potentiel. J'étais hanté à l'idée de mourir un jour puis de dire hey, J'aurais donc dû. non mais j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais on ne saura jamais parce que je l'ai jamais fait. Fait que faites-le, si vous avez des bonnes idées, faites-le. Puis c'est pas cliché à dire, mais chaque humain a quelque chose de complètement magique en l'intérieur d'eux. Tout le monde est capable de faire ce que tu as fait. Ouais. C'est incroyable ce que tu as accompli, donc, puis je te lance tes fleurs, mais tout le monde est capable. Tu t'es instruit. Ouais. Hein, t'es allé chercher, t'as foncé, t'as travaillé nuit et jour à faire des appels. Il n'y a pas de secret. Travailler fort, aller chercher. On n'a jamais été dans un air que c'était aussi facile de réussir. Tu sais, tantôt, quand je te parlais que j'aurais pas dû engager mon chum des États-Unis, là, il y a la même formation sur YouTube complètement gratuit. Tu sais, on n'a jamais été dans un air aussi facile de prospérer. Fait que vous avez une idée, foncez vers l'idée, arrêtez de penser à ouais, mais peut-être non. Faites vos recherches à savoir est-ce que mon idée est plausible. OK, qu'est-ce que je pourrais faire? Faites-vous un diagramme à savoir qu'est-ce que je peux faire pour rendre à mon. Puis faites-le. Atteignez votre plein potentiel. Soyez la meilleure personne que vous pouvez être. Soyez heureux. C'est simple, dans le fond. Puis t'es pas obligé d'être un entrepreneur pour être heureux, là. Si t'es content à ta job du matin au soir, t'as réussi pas mal plus que le gars qui fait 5 millions par année qui est pas heureux. Ouais. Fait que soyez heureux. Puis pour moi, d'être heureux, c'était d'aller atteindre mon plein potentiel. Moi, je serais pas heureux chez nous à gamer toute la journée puis rien faire. Je serais pas heureux, je serais pas capable, j'angoisserais. T'sais. Fait qu'il faut que je fasse de quoi, il faut que je me lève d'abord, il faut que je travaille sur mes business. Fait que une super petite question pour une très très grosse réponse, mais si j'aurais une chose à dire, c'est faites-le, man. Faites-le, passez à l'action, puis soyez heureux. Puis tu sais, je veux dire, la vie c'est pas supposé d'être facile. Là, fait que voilà. Si on veut te suivre, c'est où qu'on va? Réseaux sociaux, Instagram, Entretien Raven, on fait beaucoup de contenu. Tu sais, je suis pas difficile à trouver pour vrai. TikTok, réseaux sociaux, Facebook. Bon, je suis pas Snapchat, là, j'ai pas ça. Linktree aussi, là, ma fille des réseaux sociaux a dit qu'il faut que j'y aille plus souvent dessus, mais j'y vais pas. Mais tous les réseaux sociaux. Puis ceux qui nous écoutent, hein, allez sur les réseaux sociaux. Allez suivre Mr. Lamar ici pour tous des conseils. C'est quoi le nom de ton podcast? Là, on jase. Qu'on enregistre un épisode ensemble en août. Yes. On a des gros enregistrements. Un peu comme toi, sur un différent modèle. Ce qui est le fun avec les podcasts, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Ouais. J'ai bâti mon modèle d'affaires en courtage d'une façon de redonner aux gens, en les protégeant puis en maximisant leurs profits. J'ai bâti ma compagnie de lavage de fenêtres dans l'idée de laisser les fenêtres dans un meilleur état que quand on est arrivé. Puis le podcast, c'est un peu la même chose. Je veux donner une plus-value aux gens qui nous écoutent. On a eu Tatiana Londono récemment. L'épisode sort demain. Un bijou. On donne du contenu en malade. C'est toujours dans l'idée de redonner. Fait que je le fais pas pour l'argent, je le fais vraiment pour les gens qui nous écoutent. Moi, je trouve ça intéressant de parler à nos invités. Fait que je suis sûr que les gens qui nous écoutent vont trouver ça intéressant. Puis s'ils peuvent empoigner une plus-value, ben tant mieux. Fait que voilà. Merci de l'invitation, mon chum. Salut. On a déjà plein de choses à parler sur le prochain épisode. Yes. On a juste été la table pour la prise 2. C'est ça. Merci encore. Yes. Puis, c'est ça. On ferme ça de même, quoi. Yeah, ben ouais, that's it. Clic.